Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile. Avec un nouveau chroniqueur. Un nouveau chroniqueur et pour la météo. Il est bon, je vais faire la météo. Oh, c'est bien, il a raison. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit cadeau Cécile? Absolument. 2 heures de bonne humeur en bar. Oui. Vous permettez? Je vous en prie. Tiens, on écoute. Ouais. Vous avez reconnu? Avec la grappe de raisin? Absolument. Alors, et je vais vous avouer que le Grand Orchestre du Splendide fait une série de concerts. Je suis allé les voir hier soir au Café de la Gare, le mythique de Coluche, etc. J'ai vu la grappe de mes yeux à quelques mètres et je peux vous dire que c'est 2 heures de bonheur en bar avec Macao, la salsa du démon, Radio Pirate, les chansons de Ray Ventura et ses collégiens. Et alors, j'ai décidé là de vous dire, vous écoutez ça, près de 50 ans après, ça vous me donne une pêche mais extraordinaire. Est-ce que vous allez manger un grain de raisin? Non, parce que là, vu où il était, je vais pas toucher. Ouais. Et 2 heures, c'est pas un peu long? Non, c'est 1h45 en fait. Ah non, c'est génial, absolument génial. C'est comme le 20h. 20h, c'est pas un peu long pour un journal? Allez, on vous souhaite la bienvenue et merci en tout cas d'être avec nous. Au sommaire de cette émission, plus de 240 millions d'électeurs sont donc appelés aujourd'hui, ce mardi, à départager Kamala Harris et Donald Trump. Une bonne partie du monde retient son souffle pour ce jour considéré comme le plus important de l'histoire américaine, selon Donald Trump. Les deux candidats ont enchaîné les meetings en Pennsylvanie, l'un des états clés du scrutin. Un résultat très serré attendu cette nuit. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous c'est blanc bonnet ou bonnet blanc, chacun défendant les intérêts américains avant tout? Est-ce que vous souhaitez une Amérique plus interventionniste ou plus isolationniste? Et à cette question, pour la France et l'Europe, vaut-il mieux une victoire de Harris ou de Trump? À 4% vous dites Harris, à 85% de Trump et à 11% cela ne change rien. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels, encore et toujours au 0826 300 300. Et nous aurons invité un peu spécial aujourd'hui. Nelson Montfort sera avec nous, journaliste franco-américain. Et le coup de projecteur des vraies voix, le club de rugby de Romans-sur-Isère, de nouveau endeuillé. Nicolas, 22 ans, est mort à la suite d'une fusillade vendredi en Ardèche, 1 an après le décès de Thomas à Crépol. Environ 10 millions d'armes illégales circulent en France, selon les estimations du ministère de l'Intérieur. Alors parlons vrai, est-ce que ces chiffres de 10 millions d'armes, ce qui est énorme, vous surprennent? Est-ce que le terme de mexicanisation en ce qui concerne l'insécurité vous paraît exagéré? Et à cette question, 10 millions d'armes illégales en France, sommes-nous en danger? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et pour en parler, Camille Chaise sera avec nous, porte-parole du ministère de l'Intérieur. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et monsieur assistant météo, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Vous me permettez d'être aussi chroniqueur, ma chère Cécile. Absolument, vous êtes vraiment gentil. Mais vous êtes bon, vous êtes bon. Vous ferez le temporaire tout à l'heure. Eric Revel est avec nous. Bonsoir Eric. Good evening. Good evening. From America. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu américain. Vous parlez anglais couramment? Yes, I have to practice every day this language. Ouais, That's the only way for improve it. Yeah, Don't forget that. Ouais, parce que votre fille habite aux États-Unis d'Amérique. You know that? Yeah, I know that. I'm very impressed. Yes. I'm very impressed. You can. Thanks a lot for your invitation. You're welcome, my dear. Anne Mézoyer est avec nous, patronne de Fair Value Corporate et Affaires Publiques, cabinet de relations publiques internationales. Bonjour. Bonjour. Good evening. Good evening. Oui, good evening. C'est très... Good evening France. Good evening Paris. Prenez un accent américain, pas anglais. Be careful because your microphone is so far. Okay? Je suis trop loin. Donc on va parler français, sinon on va être obligé de sous-titrer. Mais sous-titrer la radio, c'est pas facile. On vous souhaite en tout cas un bon retour aujourd'hui, puisque nous on est rentré aujourd'hui, vous avez dû comprendre. En attendant, 0826 300 300, Sandra de Vendée est avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à vos chroniqueurs. Et vous vouliez revenir sur la liste est longue, Lola, Nicolas, Philippine, Samuel Paty. Jusqu'à quand va-t-on supporter cette hyper-violence chez les jeunes, selon vous? Mais j'aimerais bien que ça s'arrête tout simplement. En tout cas, on a l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça touche tous les milieux, établissements scolaires, métro, gares, rues, bals, discothèques. Enfin, c'est à Paris, mais c'est plus seulement à Paris. Et c'est pas forcément que des jeunes, même si dans les derniers cas, c'est des jeunes. C'est pas seulement des immigrés sans papier. C'est pas seulement. Enfin voilà. J'ai l'impression. Alors, le terme ensauvagement, je trouve ça triste d'utiliser
utiliser ce terme-là. J'aimerais tellement qu'on puisse se dire qu'on est dans un pays où on est en paix. Et je pense que une des raisons, si on se pose la question de pourquoi, une des origines, j'ai la sensation que le cadre de l'État fort, garantissant la sécurité, il est brisé, que le respect de l'État et de ses représentants, bien, il est très abîmé, et que c'est un peu chacun gère sa colère sans être capable de se contenir. Est-ce qu'il y a une part d'éducation? Certainement. Est-ce qu'il y a une part de la peur de la gendarmerie, ou voilà. Ouais, c'est un vaste sujet. On a perdu notre colonne vertébrale, Philippe. Bien sûr, j'aime le point de vue de notre auditrice, Sandra, à la fois très pertinent et sur un ton nuancé que j'aime énormément. Et malheureusement, elle trouve le terme ensauvagement triste, je peux la comprendre, mais on y va tout droit, à mon avis. Éric Revel, l'ensauvagement, c'est triste, mais c'est une réalité? Oui, je trouve que même parfois, devant les faits de société auxquels on est confronté, le terme est un peu léger. Oui. Vous voyez, ensauvagement, on assiste à des actes de barbarie. On assiste à des actes de barbarie. Quand vous avez des règlements de compte dans le RER. Quand vous avez un gamin qui sort d'une boîte de nuit, qui se prend une balle dans la tête, quand vous avez, enfin, vous savez, avant, on parlait des balles, notamment en province. Bon, il y avait des coups de poing. Bon, mais aujourd'hui, tout se règle avec, il faut tuer quelqu'un. Vous avez vu le gamin qui était commandité par un type qui était en prison pour tuer quelqu'un. Et c'est un pauvre chauffeur de VTC qui en est mort. Non, ensauvagement, c'est un peu léger. Nous avons basculé dans la barbarie. Anne. Bon, je pense que le terme de mexicanisation est pas mauvais. Enfin, celui qu'a employé Bruno Retailleau, je pense, c'est vraiment important de dire qu'il y a un stade qui est passé, qui est un stade supérieur à l'ensauvagement. Il n'y a plus de foi, plus de loi, plus de territoires sur lesquels nous pouvons, en tout cas, imaginer que nous serions en sécurité. Et ça devient extrêmement préoccupant. Je l'avais dit il y a plusieurs années, il y a au moins 5 ou 6 ans, lors du premier mandat du président Emmanuel Macron, je lui avais dit, si un jour vous perdez, ça sera sur la base de l'insécurité et de l'immigration. Nous y sommes 7 ans après, mais nous y sommes. Malheureusement, il ne vous a pas écouté. Non, il aurait bien dû. Merci beaucoup, Sandra. Je sais que vous alliez dire que malheureusement, il avait été réélu. Vous restez avec nous, Sandra. Vous êtes notre vraie voix du jour et on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Mais que va dire ce procureur aujourd'hui? Le procureur va s'interroger sur Donald Trump, mais sur un autre biais. Il va demander pourquoi il est moralement honteux de soutenir Donald Trump. Moi, j'adore quand il parle de lui à la troisième personne. J'adore ça. Comme Alain Delon et le général de Gaulle, c'est pas rien quand même. Mais il y a juste une petite nuance esthétique entre Alain Delon et moi. Avec de Gaulle, non, je vois pas. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. On vous accueille tous les jours avec Philippe David de 17h à 19h avec autour de cette table Anne Mézeuillet est avec nous, patronne de Ferve. Pardon? Mazoyer. J'ai dit quoi? Mais. Bah non. Alors pardon, j'ai mal entendu. Non, ouais, bien sûr, j'ai dit mais. Mais j'arrive pas à demande la VAR d'habitude. J'arrive. Parfois j'y arrive pas. Mazoyer, pardon, patronne de Fair Value Corporate et Public Affaires et cabinet de relations publiques internationales. Éric Revel. Rovel et Philippe Bolger. Bilger, pour me mettre en Ravel, ça fait un boléro. En fait, c'est une émission Leader Prize, c'est-à-dire que c'est les noms, mais un peu différents. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? De ces 3600 postes supprimés chez Michelin et Auchan, de ce plan de reconstruction en Espagne à plus de 10 milliards d'euros, et puis d'un petit sujet que je vous donne en 3 mots, élection à fort enjeu. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et je ne sais pas si ce soir c'est le procureur ou le confesseur qui va requérir, puisque la question est simple. Est-il moralement honteux de soutenir Donald Trump? Oui, parce que, évidemment, il est hors de question de laisser croire qu'on a, évidemment, le pronostic exact sur une élection dont on ne connaîtra peut-être pas le résultat très rapidement. Et
lorsqu'on connaîtra le vainqueur, j'en connais beaucoup qui diront, bien sûr, je l'avais prévu. En ce qui me concerne, je n'ai prévoit rien, je ne sais rien, mais ce qui me frappe tout de même, c'est lorsqu'on ose affirmer que Donald Trump n'est pas un monstre, j'ai lu le terme quelque part, qu'il n'est pas complètement inepte, qu'il n'est pas qu'une pure grossièreté, eh bien on sent presque un reproche moral qui vous est fait. Alors qu'en réalité, Kamala Harris, on peut la trouver médiocre, elle n'a pas de programme, mais jamais on vous reprochera éthiquement d'être en sa faveur. Et donc je trouve ça injuste, sans exagérer l'élégance ni la délicatesse de Donald Trump. Éric Revel, c'est pas le côté quand du bien, quand du mal. Si, je suis assez d'accord. D'abord, si Trump était ce que les moralisateurs disent, mon cher Philippe, il y aurait au moins la moitié des électeurs américains qui seraient des drôles de cons. Donc, faut arrêter de taxer les électeurs américains parce qu'ils vont voter Trump de ceci ou de cela. Non, ce qui me frappe toujours en France, mais c'est vrai pour toutes les élections américaines, c'est que les commentateurs en France, notamment les journalistes, ils élisent à bras raccourcis le démocrate ou la démocrate. Toujours. Parce qu'il y a une vision qui est très réduite, à mon sens, de la politique américaine. C'est que souvent, ces gens, c'est-à-dire, j'en fais partie, ils ne vont aux États-Unis que sur la côte Est ou sur la côte Ouest. Et ils pensent que les États-Unis, c'est Boston, New York, Philadelphie, ou Los Angeles, San Francisco, etc. Non, les États-Unis sont des gens qui parfois sont en grande difficulté financière. Ils ont vécu avec une inflation très forte avec Biden. Et le pays profond américain, ils votent Trump. Donc, s'il était ce qu'on dit, écoutez, il faut arrêter d'insulter les électeurs. Alors, il y a un autre sujet, moi je pense aussi, c'est est-ce que, et je pense que je vais me faire lyncher dès ma sortie, est-ce que la politique doit être morale ? Est-ce que c'est son rôle d'être morale ? Ou est-ce que c'est aussi d'avoir des failles, mais d'être efficace ? Parce que si vous regardez de manière tout à fait factuelle le bilan de M. Trump pendant qu'il était président, il est très positif économiquement, même pour les classes moyennes. Et alors que précédemment, c'est-à-dire sous M. Obama et sous M. Biden, ça n'a pas été le cas du tout. Alors on dira après qu'ils n'ont pas traversé peut-être les mêmes crises. Si, je suis désolé, il y a eu des crises sous Trump. Bien sûr, et peut-être qu'on peut effectivement juger qu'à ce moment-là, il n'a pas géré cette crise sur le plan sanitaire comme les pays occidentaux et comme l'Europe l'a fait. Bon, mais ça, c'est une autre histoire et nous n'avons pas à en juger. Donc c'est pour ça que je pense que la question de la morale, est-ce qu'elle doit intervenir là-dedans ? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Merci. Sans parler d'un problème, c'est que nous avons des hommes et des femmes en politique dont on juge aussi beaucoup de la morale aujourd'hui, alors qu'on devrait aussi les juger sur les faits et les actes. Merci beaucoup Philippe Bilger pour ce sujet. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont Félix, élection, fort enjeu. Harris ou Trump, nous y sommes. Les États-Unis votent en ce moment même pour choisir qui va les présider durant 4 ans. Chaque voix compte, lance la vice-présidente. Les démocrates ne peuvent mathématiquement pas gagner, renchérit son adversaire républicain. À suivre aussi en France, une journée noire pour l'emploi. 3600 postes supprimés au total, avec ces 2 annonces chez Auchan et Michelin. Les vraies voix Sud Radio. À voter, et à voter sous les flashs. En l'occurrence, les 6 électeurs du petit hameau de Dixville dans le New Hampshire ont ouvert le bal à minuit. C'est devenu la tradition locale depuis 1960, avec un résultat à faire trembler tout scrutateur averti de la vie politique américaine. 3 voix pour Kamala Harris, 3 voix pour Donald Trump, égalité parfaite, alors que les 6 électeurs de Dixville avaient tous voté pour Joe Biden, pourtant il y a 4 ans. En tout cas, ils auront moins attendu que leurs compatriotes des grandes agglomérations. Les démocrates avaient plutôt encouragé leurs électeurs à anticiper pour éviter de revoir des queues de plusieurs heures dans les quartiers populaires, souvent moins bien dotés en nombre de bureaux de vote. D'où aussi cette aversion de la campagne Trump pour le vote par correspondance. Et justement, les 2 candidats ont jeté leur dernière force dans cette campagne. Hier soir, en meeting, ici Donald Trump pour son dernier dans le Michigan. Si nous nous montrons dans les bureaux de vote, ils ne peuvent pas gagner.
Ils ne peuvent mathématiquement pas gagner parce qu'ils sont loin derrière. Si vous votez pour la menteuse Kamala, vous aurez 4 années supplémentaires de misère, d'échecs, de désastres dont notre pays ne se remettra jamais. Nous allons rendre à l'Amérique sa sécurité, nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Je vous aime tous. Voilà pour Donald Trump. Côté démocrate, les derniers mots de Kamala Harris ont été pour la Pennsylvanie. La course n'est pas encore terminée et nous devons finir en force. Cela pourrait être l'une des élections les plus serrées de l'histoire. La moindre voix compte. Je vous demande de parler à vos amis, à votre famille et à vos voisins. Expliquez-leur pourquoi vous avez pris le temps d'être ici ce soir et pourquoi cette élection est importante pour vous. Encouragez-les à faire entendre leur voix, car nous avons besoin que tout le monde vote en Pennsylvanie. C'est vous, la Pennsylvanie, qui allez décider de l'issue de cette élection. Les résultats pourraient être connus dès cette nuit, comme dans plusieurs jours. Ainsi, les États pivots se montrent finalement aussi indécis que les 6 électeurs de Dixville dans le New Hampshire. Et on en vient à ces 2 tristes nouvelles sur le front de l'emploi. En France, 3600 postes supprimés au total. D'abord, 1254 postes supprimés chez Michelin avec la fermeture annoncée des sites de Vannes et de Cholet. Décision justifiée par Pierre-Louis Dubourdeau, directeur manufacturing de Michelin. La compétitivité de notre production en Europe se dégrade d'année en année. Michelin en Europe est victime de l'importation massive de produits à bas coût en provenance d'Asie, qui aujourd'hui met la pression par rapport à une stratégie de fabriquer en Europe pour servir le marché européen. Du côté d'Auchan, ce sont 2389 emplois qui vont être supprimés via la fermeture d'une dizaine de magasins. Ça a été annoncé ce matin là aussi. La direction promet d'éviter des licenciements secs à Auchan par des formations de reconversion, des congés de reclassement, ainsi qu'un plan de départ volontaire. Oui, Philippe Bilger. Je suis frappé de voir par ces désastres sociaux qui vont arriver, et j'entends à chaque fois devant ces détresses qui vont se produire, ah oui, mais on aura des réformes en profondeur. C'est inquiétant pour celui qui est licencié. Oui. Quand on voit qu'il y a 20 ans, on produisait 3,5 millions de véhicules en France en 2005 et qu'aujourd'hui on n'en produit plus qu'1,3 million, faut pas s'étonner que les usines de composants automobiles ferment, Éric Rodel, non ? Oui, vous avez aussi tous les équipementiers automobiles qui sont en grande difficulté. Tout l'écosystème. D'abord, sur les 3000 et quelques postes qui ont été supprimés aujourd'hui, il faut quand même se rappeler une chose importante, c'est que derrière, il y a un homme ou une femme. Il y a un homme ou une femme. Et une famille. J'entendais le témoignage d'une femme qui a fait toute sa carrière dans ce magasin historique de Auchan en Moselle. C'était absolument déchirant. Donc il y a d'abord ça. Ensuite, Auchan, qui appartient au groupe Mullier, groupe Famille du Nord, Décathlon, etc., c'est un groupe Auchan qui a changé 14 fois de directeur général en 20 ans. C'est-à-dire que la stratégie, elle a été flottante. Après, vous avez la concurrence effrénée avec l'inflation entre les Leclerc, les Intermarchés, groupe Mousquetaire et Auchan. Après, les autres ont eu des stratégies, ce qui n'est pas été leur cas. Sans doute la grande erreur de Auchan, c'est d'avoir conservé des 10 000 mètres carrés dans ces hyper, alors que ça se réduisait partout. Mais ce qui est incroyable, vous vous souvenez de Félix Potin ? Oui. Félix Potin est mort parce qu'en fait, les hyper prenaient de l'importance aux périphéries des villes. Oui. Et aujourd'hui, les grands hyper sont en train de fermer au profit des petites marques, Carrefour Market, machin truc, qui se réimplantent dans le centre des villes. Donc en fait, on est devant une nouvelle répartition de la grande distribution. Et quant à Michelin, ça a été très bien dit, la concurrence asiatique, plus le poids quand même des taxes, avec la difficulté... Vous le savez, Philippe, qu'en 2035, normalement, Bruxelles nous interdira de faire des moteurs thermiques. Donc on est dans une situation incroyable. Et peut-être que l'emploi en France, qui était peut-être le seul élément du bilan positif d'Emmanuel Macron, que le chômage va repartir à la hausse dans ce pays, malheureusement. Avec le nombre de PME qui déposent de bilan, là. Alors, effectivement, je pense que dans le micro. Vous avez fait une remarque, Éric, qui est fondamentale, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Je me suis beaucoup occupée des centres-villes et des questions de commerce en centre-ville. Et c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, c'était exactement l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas adaptés. Vous savez qu'en toute stratégie, si vous ne prenez pas la bonne décision au bon moment, malheureusement, vous êtes rattrapé par la brigade. Et ça va vite. Et je pense que ça va aller encore plus vite maintenant. Probablement. Troisième mot, un mot sur ce plan de reconstruction annoncé par le Premier ministre espagnol. Un plan à 10,6 milliards d'euros annoncé par Pedro Sanchez suite aux inondations dévastatrices. Le bilan officiel passe à 219 morts. Le gouvernement, en tout cas, double aussi les forces de l'ordre présentes sur place à désormais 15 000 soldats et policiers déployés sur le terrain. Merci Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On revient dans
Dans un instant, un retour sur la présidentielle américaine, l'Amérique aux urnes, l'Europe et la France en suspens. Harris, Trump, lequel des deux servira mieux nos intérêts? Alors parlons vrai, est-ce que pour vous, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, un président ou une présidente bien sûr des États-Unis étant là pour défendre les intérêts américains? Est-ce que vous souhaitez une Amérique plus interventionniste ou plus isolationniste? Et à cette question, pour la France et l'Europe, vaut-il mieux une victoire de Harris ou de Trump? Vous dites à 5% une victoire d'Harris, à 84% une victoire de Trump, et pour 11% d'entre vous, ça ne change rien. Vous voulez réagir? 0826 300 300. Aude is waiting for your calls. Vous voyez, je l'ai fait moi aussi en anglais, j'en ai pas fait. Nelson Montfort sera avec nous dans un instant. Mais personne n'a retenu le numéro de téléphone. 0826 300 300. Ah bah là c'est bien. Nelson Montfort avec nous dans un instant, journaliste franco-américain. Ce sera pas du tennis, et ce sera une élection américaine. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre avec nos éditoriales du jour, on peut dire, nos vraies voix. En tout cas, Anne Mazoyer est avec nous, Éric Revel, Philippe Bilger. On est ensemble jusqu'à 19h et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. We will make America strong again. Donald Trump is an unserious man. We will make America wealthy again. I see it in the women who refuse to accept a future without reproductive freedom. We will make America proud again. This is someone who is unstable, obsessed with revenge. And yes, together we will make America great again. Et plus de 240 millions d'électeurs américains vont devoir choisir ce mardi entre Kamala Harris et Donald Trump. Le monde entier donc retient son souffle pour cette échéance décisive. Les deux candidats ont multiplié les meetings en Pennsylvanie. État clé, un résultat serré attendu cette nuit. Alors parlons vrai. Est-ce que l'Europe a encore de l'importance pour les États-Unis? Et la France a-t-elle encore de l'importance de l'autre côté de l'Atlantique vu le déclassement de notre pays? Et à cette question, pour la France et l'Europe, vaut-il mieux une victoire de Harris, de Trump ou cela ne change rien? Vous dites à 6% de Harris, à 84% de Trump et à 10% que ça ne change rien. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et Nelson Montfort est avec nous, journaliste franco-américain. Bonsoir Nelson. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Il n'y a que des gens que j'aime bien autour de votre plateau, donc je suis très heureux de... Et tant mieux. Il y a qui, par exemple? Ils se reconnaîtront entre Éric, Philippe. Ils se reconnaîtront. Cécile, ils se reconnaîtront. Voilà. Absolument, mais je suis quand même la préférée, Nelson Montfort. N'oubliez pas. Philippe Bilger, avant de passer la main à Nelson Montfort aujourd'hui, finalement, la victoire, on attend une victoire, mais qu'est-ce qui serait mieux pour nous, peut-être? Alors, à mon avis, je vais faire un raisonnement que j'espère réaliste. Le premier, c'est de dire que, de toute manière, la politique internationale de l'un des deux, du président élu, ressemblera à celle de l'autre, dans la mesure où l'Amérique sera toujours considérée par rapport à l'Europe comme une priorité. Mais si vous me permettez un raisonnement plus cynique, ce serait de dire que pour les intérêts de la France et de l'Europe, il vaut mieux, de mon point de vue, avoir une présidence, qu'on me pardonne cet adjectif très méprisant, médiocre, parce que plus l'Amérique sera faible, plus l'Europe sera forte. Éric Revel. Alors, Nelson est l'expert, donc il va nous départager. Moi, je vais faire un distinguo. Je pense que la politique internationale, si c'est Trump ou Harris, peut changer. C'est-à-dire que Trump a dit qu'il réglerait assez vite le conflit en Ukraine. Est-ce qu'il appuierait de la même manière et financièrement l'effort de guerre ukrainien face à la Russie? Deuxième question, quelle sera la position de Trump par rapport à celle d'Harris sur le conflit au Moyen-Orient? Vous avez vu que les démocrates, dans par exemple l'État du Michigan, où il y a une forte communauté musulmane, sont sur le point peut-être de perdre cet État parce que les musulmans américains reprochent la politique actuelle de Biden. Bien sûr. Voilà. Et puis le troisième point, c'est qu'est-ce que ferait l'élu face au financement de l'OTAN?
Maintenant, économiquement, je vais vous dire, ça changera rien parce que, en fait, quand vous regardez la présidence d'Obama, il avait déjà enjambé l'Europe. Pardonnez-moi, on est marginalisé. On est marginalisé. Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, a fait un rapport en disant, au rythme où vont les choses, l'Europe est en train de disparaître industriellement et économiquement. Le vrai face-à-face, c'est États-Unis, Chine. Que ce soit Harris ou que ce soit Trump, il y aura un protectionnisme hallucinant, il y aura des droits de douane pour les produits importés de France ou d'Europe. Et là, je suis d'accord, ça ne changera pas grand-chose. Alors, effectivement, je pense que sur le plan économique, ça sera blanc bonnet et bonnet blanc, ou à peu près. En revanche, c'est sur le plan géopolitique que ça peut tout changer, mais pour une bonne et simple raison également, c'est que Donald Trump n'est pas prévisible. Il est unpredictable. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de pays et probablement d'autocrates que je ne citerai pas, qui vont se calmer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en droit d'attendre, ou plutôt d'attendre de pire de la part de Donald Trump. Donc pour nous, c'est plutôt positif. Effectivement, je suppose qu'il mettrait fin à un certain nombre de guerres, ce qui va avoir des conséquences pour nous, et ce qui a comme conséquence pour Bruxelles d'avoir fait créer une espèce d'organisation constituée de diplomates et de représentants des différents pays qui sont membres de l'Union européenne, et qu'ils appellent la Task Force Trump, pour ne plus se trouver démunis face à une élection qui, effectivement, donnerait raison à tous les électeurs qui veulent voter M. Trump. Allez, Nelson Montfort, forcément, vous avez des avis qui divergent et qui convergent. C'est-à-dire que pour être allé 3 fois aux USA cette année, y compris une fois tout récemment, vous savez, les Américains, c'est à se demander comment, quasiment ne savent pas où est l'Europe et encore moins où est la France. Je dis bien où est. Qu'ils confondent avec l'Italie souvent. À la situer, exactement, il la confond avec l'Italie. Il n'arrive pas à la situer sur une carte. Donc à partir de là, je pense qu'en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la politique étrangère, les Américains ne voteront absolument pour la politique étrangère, même si, comme on vient de dire, promet de mettre la fin à la guerre en Ukraine en 48 heures, ça je ne sais pas si mais il y a une indifférence, une ignorance totale et une indifférence, un manque d'intérêt total des Américains vis-à-vis de la France en général, enfin de l'Europe en général et de la France. Oui, mais surtout, Philippe Bilger, très peu d'Américains ont des passeports. Il y en a plein qui ne sont jamais sortis des États-Unis. Et justement, déjà, il y en a. Pardon, non, il y en a déjà énormément qui ne sont jamais sortis de leur propre État, de leur propre state, n'est-ce pas ? Alors encore moins de traverser l'Atlantique. Donc, mon cher Nelson, est-ce que ça veut dire que l'Américain moyen, évidemment, est beaucoup plus sensible à la vision sur la politique intérieure des deux candidats que à sa stratégie internationale ? Totalement. La réponse est dans la question. Je peux vous dire, pour en avoir parlé avec certains confrères, certaines autorités, comme on dit là-bas, notamment à New York. New York qui est peut-être la ville avec Boston, peut-être la plus européenne, la plus internationale. Mais l'Europe n'intéresse pas du tout les Américains. C'est simplement. La politique étrangère ne les intéresse pas et ça ne sera absolument pas une idée de vote. Absolument pas. Ils voteront pour tout, mais pas pour ça. Anne Mazoyer veut réagir. Je suis alignée avec vous, sauf sur un point, c'est que lorsqu'il y a eu ces financements concernant les armes qui étaient livrées et qui continuent d'être livrées à l'Ukraine, vous avez eu quand même un tollé dans la population américaine qui refusait de financer une guerre qui n'est pas la leur et qui ne sera jamais la leur finalement. D'ailleurs. Vous avez tout à fait raison, d'ailleurs il la refuse de plus en plus. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que les Américains sont totalement contre cet investissement énorme et encore tout récent de financier vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, il est clair qu'une élection de Donald Trump, je pense, changerait des choses. Je pense même pouvoir dire qu'il arrêterait sans doute les frais. Effectivement, il y a eu au départ une forme d'enthousiasme et à la fin, ça s'est transformé en un vrai rejet de toutes ces décisions. On a presque l'impression d'ailleurs qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises pour encourager, financer l'Ukraine, etc., deviennent presque contre-productives. Vraiment, je le pense vraiment. C'est une élection historique. D'un côté, une femme, de l'autre côté, un candidat condamné.
Ça a un impact, Éric Revel. Oui, ça a en doute un impact. Ça serait historique parce que ce serait la deuxième fois dans toute l'histoire des élections américaines qu'un président serait réélu. Je n'ai plus le nom en tête. Mais je voulais... I have a question for you, Nelson. I need your answer. Il y a un truc qui marque les Américains. Vous avez été récemment, Nelson. C'est l'inflation. C'est aussi ça le bilan Biden, et notamment le doublement du prix du litre d'essence. Alors là-bas, on vend ça au gallon, mais au pays de la voiture reine, j'imagine que ça, pour les Américains, c'est quelque chose qui regarde de près. Vous avez absolument raison, ça c'est fait partie, mais ça c'est une question de quelque part, ça ne concerne pas du tout la politique étrangère. Pour répondre à votre excellente question initiale, vous avez il y a deux choses. Et d'ailleurs, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on pense chez nous. Il y a ça, effectivement, le prix de la vie et l'immigration sur lequel, évidemment, Donald Trump joue énormément. Ça va de soi. Merci beaucoup Nelson Montfort, parce qu'on sait qu'on a besoin de vous libérer. Merci pour ces quelques minutes. J'étais sûr que vous n'allez pas m'épargner que petit mot pendant les Je crois que vous passez sous un tunnel, Nelson. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Si Kamala Harris passait, ce serait quand même un bouleversement. Elle ferait partie d'une puissance femme à la tête d'une puissance mondiale, mais elle ferait partie de quelques présidentes dans le monde. Ah oui, sur ce plan-là, Cécile, vous avez raison. Si elle l'emportait, il y aurait déjà une forme de révolution, qu'on l'approuve ou non. Ses origines en partie jamaïcaines, le fait qu'elle soit une femme, pour un pays qui naturellement pouvait apparaître comme plus viril que d'une certaine manière féministe, ce serait une révolution. Alors j'espère que, comme certaines femmes qui ont été premières ministres en France, elle ne détruira pas ce progrès par une politique médiocre. Mais ça, c'est mon point de vue. Et je suis le seul peut-être à le partager, donc j'y tiens particulièrement. Tant mieux, on va le sanctuariser alors. On part au 0826 300 300 avec Sandra, notre vraie voix du jour. Alors Sandra, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour la France et l'Europe, il vaut mieux une victoire d'Harris ou de Trump, ou ça ne changera rien du tout? Alors moi, ce que je pense, c'est que dans une relation, quelle qu'elle soit, vous savez, on ne peut pas toujours agir sur l'autre. Par contre, on peut décider de modifier notre posture. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe et la France, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, mais en réalité, on a juste des constats, on ne peut pas agir. Donc par contre, on peut décider, en se disant, si c'est Trump et qui fait ça ou ça, nous, on prendra cette posture-là. Et inversement, si c'est Kamala Harris, on est un peu sclérosé. Là, j'ai la sensation qu'on attend un événement sur lequel on a peu de prise et qui, sur le fond, nous, dans notre quotidien, va pas forcément changer. Alors, dans la relation européenne, on est bien d'accord, mais j'ai l'impression que l'Europe, elle est tellement sclérosée qu'elle observe et elle subit. Alors, on va faire réagir nos vraies voix. Je sais pas, Éric Revel, Anne Mazoyer, je me rappelle, je crois que c'était il y a pile 50 ans, je crois que c'était en 74, un secrétaire d'État américain avait dit, en parlant de l'Europe, quel numéro de téléphone? Who do I call? En version originale. Est-ce que 50 ans après, c'est pas toujours la même chose? Éric ou Anne? Si, l'Europe fédérale, alors on dit elle se construit grâce aux crises. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe est en crise et qu'elle se construit pas vraiment très rapidement, vous voyez. Parce que en fait, qui incarne la politique étrangère en Europe? Bon, il y a un monsieur, Pesque, politique étrangère, mais sécurité commune. Mais il n'a aucun poids, ce commissaire. Qui donne le là de la stratégie industrielle en Europe? Stéphane Séjourné. Il est commissaire à l'industrie. Non, il est auditionné. Oui, vous avez raison. Il est auditionné actuellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette Europe est quand même de petite taille, pour pas employer le mot naine, mais est de petite taille en termes de politique étrangère, en termes de stratégie économique, en termes même de défense militaire. Vous voyez, enfin tout ça est très récent. Donc oui, il y a 50 ans, le secrétaire d'État américain disait mais qui dois-je appeler pour parler à quelqu'un d'important en Europe? On a toujours le même problème. Sauf peut-être Madame von der Leyen. Mais le problème de Madame von der Leyen, c'est qu'elle est élue par personne, en tout cas pas par nous les citoyens en Europe, et qu'elle fait comme si elle était le chef d'État européen. Ça me choque aussi.
Vis-à-vis de la Chine, les États-Unis, Eric Revel, aujourd'hui, nos relations, nous, avec la Chine et eux avec la Chine, est-ce que ça peut ouvrir quelque chose ou fermer, en tout cas, les États-Unis pourraient fermer définitivement avec la Chine, alors que nous, on coopère avec eux aujourd'hui? Mais les Américains, ils ont la puissance pour eux. Vous savez, on a longtemps dit que la Chine allait dépasser économiquement les États-Unis. C'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis sont en plein regain économique et grâce à l'Inflation Reduction Act de Biden, qui est un paquet de subventions au gaz de schiste qui donne une énergie pas chère, il y a plein de groupes européens qui sont en train de se délocaliser aux États-Unis. Les États-Unis, ils sont libéraux dans le discours, mais ils sont ultra protectionnistes quand il s'agit d'eux. Parce que c'est America First. C'est America First. Sans reprendre le slogan. Mais ce que je veux dire, c'est que les Américains, eux, ils disent... Les voitures chinoises électriques, c'est 100% de taxes. Nous, on dit, on va commencer par 10%, puis on va vous recoller 35%. Mais vous voyez, on n'a pas la puissance des Américains pour imposer quoi que ce soit, surtout pas aux Chinois. Mais ce qu'il y a pardon Anne, j'en ai pour une seconde. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir quelle sera l'incidence, si Trump est élu, de sa conception dans la vie internationale du rapport de force ou du rapport amical. Est-ce que les Chinois, face au rapport de force, se soumettront, c'est peu probable, ou est-ce qu'ils réagiront sur le même mode? Et là, ça sera une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, au lieu que ça soit entre, je dirais, le camp du soviétique. Nord. Mais bien sûr. Et donc le problème, ça va être vraiment une guerre à mort, parce que les Chinois savent très bien qu'ils ne peuvent pas laisser les Américains étendre leur hégémonie, et donc ça va être très compliqué, très très compliqué. En ce qui concerne, en revanche, les questions, j'en reviens, géopolitiques pour nous, je pense que ça sera probablement positif. Certainement même. Mais quand vous parlez de guerre froide, quand il y a eu la guerre froide, la première de 45 à 90, il n'y avait pas d'échanges commerciaux entre le bloc soviétique et le bloc occidental, pratiquement pas. Mais là, avec la Chine, désolé, mais la Chine... Est-ce que le dollar est en danger avec ce qui se passe? Mais pas du tout. Je veux dire, alors peut-être guerre froide économique, mais attendez, il y a quand même un truc qu'il faut voir, c'est que dans certaines périodes, les États-Unis et la Chine sont des concurrents terribles, etc., mais sont des alliés objectifs. Souvenez-vous d'une chose, c'est que plus la Chine exportait vers les États-Unis des produits pas chers que les Américains laissaient rentrer, les excédents financiers que générait ce commerce chinois en direction de la Chine, eh bien, il permettait d'acheter du papier américain, des obligations américaines pour soutenir la dette américaine. Des bons du trésor. Mais bien sûr, donc si vous voulez, il y a aussi ça, c'est que les excédents financiers chinois qui faisaient florès aux États-Unis étaient récupérés dans le fait que les Chinois achetaient de la dette américaine. Bah oui. Merci en tout cas pour ce sujet, en tout cas ce débat passionnant. Vous restez avec nous. Espérons que le qui c'est qui l'a dit sera passionnant. Bah oui, c'est intégralement en français. Je vais perdre. Et là, vous allez en avoir des dettes. Je peux vous assurer que chinois ou pas chinois, il va falloir y aller les gars. Allez, c'est dans un instant. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait chaud au cœur. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et nos vraies voix du jour. On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, Eric Revel, Anne Mazoyer avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Et quand on vient nous voir dans la rue en disant finalement, c'est quoi la règle du qui l'a dit? On vous a dit il n'y a pas de règle. C'est ça. Enfin, il y a une règle, mais il n'y a pas de règle. C'est différent tous les jours. Philippe Bilger. Oui. Voilà. Je peux dire qu'en dehors de vous-même, je suis le seul à la respecter, la règle. C'est ça. Bon, on va essayer de la faire respecter tout de suite. En termes de mauvaise foi, Sandra, il est très fort. Sandra, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est à vous de lancer le jingle. Alors, qui c'est qui l'a dit et pas de triche? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Sandra, c'est un peu pieux, j'ai envie de vous le dire. Désolé, mais une telle charge contre Philippe Bilger, c'est un peu dur quand même. C'est pas sympa. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points à Louis Boyard. Quand vous parlez de légaliser le cannabis, c'est le député ou l'ancien dealer qui parle? Sandra. Marine Le Pen. Non. Prisca Tableau. Bonne réponse d'Éric Revel. Bravo Eric. C'est la première fois. 3 points. Oui, 3 points. Ouais, c'est bon. Vous avez déjà eu 2 points, je crois. Oui, mais jamais 3. Mais là, il a 3. Alors, excusez-moi. Mais ce seront peut-être les derniers. Profitez-en. C'est même sûr. Allez, qui c'est qui l'a dit à 3 points, mais ce n'est pas un homme politique. Je vous le dis tout de suite. Mais il est très très connu. Qui c'est qui l'a dit sur la dissolution de l'Assemblée nationale? Quand un type intelligent prend une décision absurde, c'est un problème psychologique. Sandra. Oh là là, tranquille. Langoucha?
Langosha. Jacques Attali. Non. Pas du tout. Ah si. Ah non, Ah, dans un tweet. Non, regardez. non, c'est dans une interview. C'est pas, c'est un peu attendez. comme Jacques Attali. Non. Oh, attendez, il a dit C'est un exactement visiteur la même du chose, soir. C'est un Jacques visiteur Attali. du soir. Pas Alain Minc. Bonne Oui. réponse, c'est Alain Minc qui l'a dit. Bien 3 sûr. points. Donc Attali aurait pompé à la main, que ce serait la première fois dans un livre qu'Attali. je vous en c'est ça prie, je vous en prie. Je vous en prie. S'il vous plaît. L'envie privée ne nous regarde pas. Non, Bon. je parlais du copiage. Ah oui, bah oui. Bah là, d'accord, ok. Le copyright. Le copyright. Pardon. Cécile en très grande forme. Voilà. Bienvenue chez Closer. Allez, qui c'est qui l'a dit? Un point. J'ai le sentiment que le tribunal a du mal à entendre des arguments que nous développons. Sandra, facile. Je peux vous souffler, Sandra? Vous mettez la pression, hein. Ah non. Dites-moi. Langosha. Marine. Bah oui, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Elle a dit oui. J'ai dit Langosha, Oui, mais elle n'a pas répondu. Sandra, Elle a dit Langosha, si elle ne répond pas. Eric ne triche pas. Sandra a dit qu'elle n'a pas eu le temps, Philippe David. Mais je savais bien, Sandra, j'aime la Vendée, moi. Sandra, Quand je vous dis qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, on ne peut rien faire. Roche-sur-Yon, Allez, Saint-Hilaire-de-Riez, tout c'est ça, j'adore. parti. Qui l'a dit à 3 points? Oula. Je réfléchis à la suppression de la taxe foncière pour instaurer un impôt local en fonction du revenu de chacun. Sandra, c'est 3 points. Oh, ça, c'est une idée Horizon Estrosi. Bonne réponse de Sandra, et c'était ce matin. Je sur sens que Sud dans Radio. le ton, ça vous amuse pas des masses. Allez, question qui c'est qui l'a dit? 2 points. Nous prendrons le président que les Américains nous donnent. C'est un homme politique. Nous donnerons, pardon. Sandra. De gauche. Sandra. De gauche. Ça, c'est pas une réflexion à Mélenchon. C'est pas assez modéré. Non. Ça pourrait être Macron, non? Il a un prénom de Allez-y. de Bompard. Non, il a un mais il a dit la prénom même chose. de cadeau. De cadeaux, Noël. Bah oui, mais c'est un prénom Ma mère. composé. Noël, ma mère. Non, Mais c'est un non. prénom composé. Noël, Barrault. Jean-Noël Barrot, le ministre de Mais l'Europe. je vous dis que Bompard a dit la même chose. Mais Ça va. pour vous, il y a tout le monde a dit la même chose. Vous Qui a inventez pompé des qui? propos. Non, mais- C'est scandaleux. Mettez sur votre téléphone Bompard, c'est le peuple américain qui choisira. vous Eric verrez. Revel, tout le monde ne pompe pas tout le monde. Et là, il ne s'agit pas des pulls, il s'agit Vous bien êtes toujours en Bompard. Allez, Arrêtez. Sandra, vous avez encore. Cela dit, c'était une vérité vraie. Hein. Ah oui. Oui, bah oui. Alors, Sandra, Une vérité, c'est toujours vrai. Hein. qui c'est qui l'a dit à 2 points, Sandra? Oui. La justice des mineurs ne peut pas être celle des majeurs, mais il peut y avoir des dérogations dans des situations tout à fait particulières, notamment de crimes atroces. Oh là là. Ah bah, C'est pas une citation, c'est une conférence que vous venez de faire. Alors là, c'est Ouais. du RN. attendez, non. Non, mais elle sait Sandra, pas. Allez, vous savez pas? Allez-y. Eric Revel. Non. Eric Là, Revel. ça devrait faire rire. Dalida. Non. Non. Non, c'est Facile. Zemmour. Mais non. Marion. Mais Allez, non. il est garde des Sceaux. Migaud. Bah oui, quand même. Mais Ah, c'est tout de même bizarre. Stéphane Migaud. Bah, il a dit ça j'avais aujourd'hui. N'importe quoi. Je trouve ça très bizarre comme réflexion. C'est pour plutôt un- Retailleff comme propos. Ah oui, oui. Allez les très amis, joli. il nous déteint, reste il que déteint, peut-être. 53 secondes pour On gagner. peut avoir les scores? Question qui c'est qui l'a dit? Non, 3 c'est points. L'État français peut s'effondrer si la violence continue à gagner des territoires. Sandra. Bah non, mais j'ai rien entendu, moi. L'État français peut s'effondrer si la violence continue à gagner Ah des oui, territoires. non, j'ai pas entendu. Excusez-moi, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais j'ai pas entendu dans d'accord. la forme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait dû être ministre de l'Intérieur si ça avait Ah bah, fonctionné. ça y est. Éric Ciotti. Bonne réponse d'Éric Revel. Éric Ciotti. Oh non. Mais comment ça, non? Si, si. Pas ministre de l'Intérieur. Et c'est ce qui était prévu si les autres avaient gagné. Philippe. Ah oui, dernière- si l'autre. ouais, dernière de dard. Eh ben, une dernière question. Allez, à deux points. Qui c'est qui l'a dit? Que ce soit Kamala Harris ou que ce soit Donald Trump, nous travaillerons avec. Sandra. Notre Premier ministre. Non, c'est un député. Député. Député RN. Chenu. Non. Ça finit en oui. Tanguy. Non. Tanguy. La verdure. Non. Baratelli. Baratelli, Jacobelli. Il était dans les de Nice, Baratelli. Le gardien de but de Nice. Mais et là, mais- vous avez parlé Alors à Gilles c'est Philippe David. Jacobelli. Attendez, excusez-moi, on vous a distribué un truc là? Vous avez mangé un truc Mais non, particulier? non, c'est vous avez Dominique pas- Jacobelli, J'ai pas fait une Baratelli. blague, mais ça C'est mérite. lui. Enfin, Mais oui. Qu'est-ce que Ah bah, j'ai vas-y, gagné. attendez, est-ce qu'on peut Alors, refaites votre blague? Alors, le VAR, c'est pour nous aider. Philippe David dit non, ça se termine en I. Bon, Philippe Je l'ai dit. Baratelli. Après, j'ai dit si vous voulez du Jacobelli. football à Nice, Il a dit gardien de but. Jacobelli après. Mais surtout, moi, j'ai dit Tanguy, mais dit non, et j'ai dit la verdure. Oui, bah je sais, Tanguy et la Ah, verdure. Tanguy Les et la chevaliers du ciel. Vous pouvez me dire le rapport? Allez,
Je pense que. Non, mais là, personne n'a compris je vous préviens, moi j'appelle la cantine, j'enlève l'alcool. Ma chère Cécile, est-ce qu'il m'a bien compté les 2 points? Vous avez 10 points. Vous avez 10 points, Philippe. Non. Et vous aussi? Sandra. Vous avez eu 3 points. Sandra, j'ai 0, comme ça c'est Sandra 3. Et Sandra qui est avec nous. Sandra, merci d'avoir joué avec nous. Bravo à vous. Je vous en prie. Et je vous invite à surveiller le début du Vendée Globe dimanche 10 novembre. D'accord. Pourquoi le Vendée Globe? C'est en Vendée et je suis vendéenne. Ah d'accord, je pensais que vous étiez dessus moi. Et alors, vous aurait fait vous savez comment Philippe David écrit le Vendée Globe? Non. Alors, il écrit le vent. Le vent, VNT, D2S, Globe avec un S. C'est ça. Il n'avait pas compris que c'était le département. Bon, c'est pas grave. Allez, et merci, on vous embrasse, Sandra. Je vous en prie. Bisous, à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Allez, dans un instant, le journal, la météo et le coup de gueule de Philippe David. Un coup de gueule, tiens, sur François Hollande. Dites donc. Ouh. On l'attaque. Un président ne devrait pas dire ça. Allez, à tout de suite. Je ne suis pas encore. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une table bien fournie aujourd'hui, intellectuellement parlant. J'explique, à part physiquement, Philippe David, bien entendu. Oui, mais il y a du gras. Non. Tu vas dire, vous avez caché votre pyjama ou un truc comme ça, mais. Non. Non. Vous avez passé un bon week-end alors. Oui. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Éric Revel, éditorialiste Sud Radio, entre autres, et Anne Mazoyer, patronne de Fair Value Corporate and Public Affairs et cabinet de relations publiques internationales. Et vous, au 0826 300 300. Et comme vous laissez des messages sur les répondeurs, nous devons de les écouter. Oui, je suis Olivier, membre de Lyon Anapoul. Quand on parle de ces problématiques de délinquance, de vendeurs de drogue ou quoi, je crois qu'il y a un moment donné où il faudrait qu'on réinstaure le service militaire pour qu'on puisse recanaliser les jeunes, essayer de leur donner des voix, leur donner l'envie de vivre ensemble, un peu aussi le respect de l'autorité, des choses comme ça, quoi. Est-ce que si on avait les moyens. Je suis très partisan de l'autorité sur les autres. Et plus sérieusement, Cécile, vous me permettez juste un petit mot. J'ai appris à l'instant que Donald Trump avait dit: si je perds, je m'inclinerai. C'est la première fois qu'il dit ça. Et est-ce qu'il tiendra parole? Je n'en sais rien. Mais très sérieusement... Est-ce que c'est pas une façon de relancer, en revanche, les électeurs, en disant surtout pas? Rétablissement du service militaire, vous êtes pour? On peut dire qu'on a beaucoup perdu. C'est Chirac qui avait décidé de supprimer, de suspendre le service national. C'était quand même un melting pot, pour en prendre un mot anglais, formidable, où les classes sociales, etc. Maintenant, ça coûtait quand même un bras. Mais le coût social de la suppression du service militaire, il n'est pas négligeable non plus. Oui. Et puis autre chose, on a vendu plein de casernes, donc le retour en arrière est pas possible. Je vous rappelle quand même que l'armée de terre française n'est plus équipée de FAMAS, mais d'un fusil d'assaut allemand. HK416. Voilà, exactement. Donc même ça, si vous voulez, c'est plus bon. Non, je pense qu'on a beaucoup perdu avec la suppression du service militaire. Anne Mazoyer, vous êtes d'accord? Mais vous n'avez pas fait le service militaire, je pense. Non, mais j'aurais pu. Mais non, pas du tout. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça donnait une colonne vertébrale. Et c'était très important aussi pour éviter une fracture sociale, parce que tout le monde était logé, entre guillemets, à la même enseigne. Absolument. C'est important. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Je vais parler des nouvelles leçons de stratégie de François Hollande qui m'ont laissé pantois. J'ai pas dit qu'ils m'ont fait tomber de l'armoire pour pas me faire reprendre par Philippe Bilger. Et pourtant, il l'a dit une fois la semaine dernière. Plus. Oui, parce que j'ai peur de me faire reprendre par Cécile ou par vous. Vous êtes fait trop de bleu. Oui, c'est ça. Et c'est généralement quand on tombe de l'armoire, c'est régulièrement dans une chambre à coucher et visiblement c'est pas la bonne. Non mais c'est pas votre vilesque. Allez, on revient dans un instant, tout de suite. C'est nous revoilà. Non, on est là jusqu'à 19h avec nos invités, en tout cas nos vraies voix du jour, Anne Mazoyer qui est avec nous, Éric Revel, Philippe Bilger. Et tout de suite, ça va aller avec Philippe David. Je veillerai à ce que 2027 se passe de la meilleure des façons, c'est-à-dire avec une incarnation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce grand parti socialiste qui doit émerger dans quelques mois, qui doit s'élargir, doit avoir un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de candidat unique de la gauche.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et aujourd'hui ce sera une préfecture, celle de la Corrèze, puisque nous partons à Tulle, dont François Hollande a été maire de 2001 à 2008. François Hollande, vous venez d'entendre la voix, c'était hier soir sur BFM TV, où il a expliqué doctement ce que devait faire la gauche pour l'emporter en 2027. Doctement et subliminalement, puisqu'il a évoqué élection du président de la République au suffrage universel oblige, qu'il fallait que cette même gauche ait une incarnation non dévoilée, mais qui me pousse à penser que pour lui, elle serait parfaitement incarnée par un certain François H., né le 12 août 1954 à Rouen. J'ai pas dit qui c'était. En clair, pour reprendre la rhétorique du bon docteur Knock, la question qui vaille n'est pas si une candidature en 2027 le gratouille ou le chatouille, puisque ce sont les deux à la fois. Et c'est là que le problème se pose. Comment, après avoir été le seul président de la Ve République à ne pas se représenter pour défendre son bilan, tant celui-ci était indéfendable, envisager, après 5 ans de retrait de la politique et un retour par la toute petite porte, après avoir été élu grâce à une triangulaire dans son fief historique, envisager plutôt et même faire la leçon sur comment gagner pour son camp. Manifestement, François Hollande n'a toujours pas compris que le bilan de son quinquennat avait été d'amener le Parti socialiste au niveau des abysses électorales, mais il n'est pas le seul puisque les Républicains, en ne faisant pas le bilan du quinquennat Sarkozy, ont rejoint les mêmes abysses, mais un peu moins profondes lors de la dernière présidentielle. Inutile de dire qu'en écoutant les stratégies électorales de François Hollande, on ne peut pas s'empêcher subliminalement, pour faire un parallèle footballistique, d'imaginer un jour Raymond Domenech, après le bus de Naïsna, nous expliquer comment gérer un groupe de footballeurs professionnels à ce niveau de déni et de déconnexion. Ce n'est plus de l'inconscience, c'est de l'art. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que j'ai un faible intellectuel et pas politique pour François Hollande. D'abord, il est évident que vous dénaturez l'essentiel de ce qu'il a dit. Quand on lit bien ce qu'il a indiqué, il veut constituer le Parti socialiste comme une grande force pour échapper à l'emprise de Mélenchon, et d'autre part, il évoque des candidats possibles et il n'y a pas que lui. Il a parlé de Cazeneuve et de Glucksmann. Oui, mais il évoque même un intervenant qui serait extérieur aux joutes socialistes elles-mêmes. Donc vous êtes très dur avec François Hollande et votre indignation, je l'ai trouvée parfois mieux placée, si vous me le permettez. Éric Revel. Alors, moi, ce que c'est ce que François Hollande fait de mieux, c'est de la politique. On ne peut pas dire que c'était un grand chef d'État. Je crois qu'il a fini à 11% de cote de popularité. Je crois que c'est le plus bas de la Ve République. Bon. Mais ce qu'il fait très bien, il faut le reconnaître, c'est de la politique. Moi, je fais le pari, j'ai fait une interview de lui il n'y a pas très longtemps, que oui, ça le chatouille et ça le gratouille, mais en fait, il a, poussé à ce niveau-là, la politique est un art. Parce qu'en fait, François Hollande, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de contester Olivier Faure au Parti socialiste. Il est en train de le débarquer. Il est en train de mettre en place un congrès qui, évidemment, souhaiterait qu'il soit à sa main. Et moi, je pense que François Hollande, pour la gauche, peut devenir le plus petit dénominateur commun, en fait. Parce que si Mélenchon est écarté de la course à la présidentielle, ou s'il se présente et que les Français sentent qu'il y a un danger, qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au second tour, eh bien, c'est pas impossible, en dépit de tous les reproches qu'on a fait à François Hollande, qu'il passe ce cap-là, qui se retrouve au second tour. Moi, sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu ou sur de la. Alors, Philippe ne croit pas qu'il sera candidat. Moi, je pense pas qu'il fait tout ça pour quelqu'un d'autre. Voilà. Anne Mazoyer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il vise peut-être autre chose. Je ne pense pas qu'il veuille se représenter. Il vise peut-être autre chose. Il sait très bien l'âge qu'il aura dans 2 ans et demi. 73 ans. Donc, je sais qu'on assiste à une trumpisation de toute la politique, mais je pense qu'il y a quand même des limites, surtout en termes de force physique. Et pour être président, même si vous êtes très aidé, très assisté, il faut avoir quand même une force physique qu'il n'aura peut-être plus à ce moment-là. En revanche, je pense qu'il prépare quelque chose qui n'est pas forcément pour son camp, il prépare quelque chose pour lui, parce que je ne pense pas qu'il se représentera. Voilà, mais ça c'est vraiment une théorie personnelle. On prend les paris. Je vais faire juste un petit pas de côté. S'il ne faisait pas ça pour lui, alors peut-être qu'il y a dans son inconscient personnel l'idée qu'il a emmené la gauche dans le mur. Quand il était président de la République, il l'a emmené dans le mur. Ah bah c'est clair. Il l'a emmené dans le mur. Et peut-être que son challenge, ce serait de restaurer la gauche au pouvoir, même si c'est pas lui. Alors là, je donne beaucoup d'auteurs de politique à François Hollande, mais c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Oh,
dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler dans votre tour Jean-Louis Debré. De Jean-Louis Debré, dit absolument. qu'il n'y a plus de grands personnages que des petits coqs aujourd'hui. Voilà, alors j'ai d'une certaine manière bien connu les deux frères Debré. Jean-Louis est heureusement toujours vivant, mais j'ai beaucoup apprécié Bernard qui est mort. Et lorsque je lis cette phrase que vous venez de rappeler, ma chère Cécile, j'ai eu envie de demander, mais où se place-t-il, Jean-Louis Debré? Parce que ça n'est jamais impunément qu'on traite avec tant de dérision le présent pour promouvoir le passé. Et au fond, voilà un homme, Jean-Louis Debré, dont toute la carrière, sans exception, a été construite grâce à Jacques Chirac. Il a été un magistrat oubliable, il a été un ministre remplaçable, il a été un président du Conseil constitutionnel qui a vu à côté de lui un exceptionnel secrétaire général, Jean-Éric Schuttel, et donc à la limite je n'aime pas cette dérision qu'il paraît manifester à l'égard des gens d'aujourd'hui qui sont pas aussi médiocres qu'on le dit, même si dans le passé il y a eu des gens très remarquables, mais il n'y a pas eu que des De Gaulle non plus dans le passé. Eh ben dis donc, vous envoyez un petit peu là. Vous envoyez Anne un petit peu, Anne Mazoyer. Alors, moi, je pense qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Et que même si aujourd'hui il y a des petits coqs, il y a aussi des statures un peu plus intéressantes, je suis d'accord avec vous. Et puis peut-être que dans l'avenir, la situation ou les situations auxquelles nous allons devoir faire face vont faire émerger de jeunes statures, de jeunes coqs qui ne sont que coqs aujourd'hui et qui deviendront autre chose, ou coquelets même. Donc et ce qui ne sont pas des deviendront... chapons. Non, enfin ça ne nous regarde pas. Absolument. Et voilà, donc je pense qu'il faut toujours d'abord ne pas faire de bashing sur son propre camp, c'est-à-dire la France. Il y a des gens remarquables, il y a des gens extraordinaires, il y a une jeunesse extraordinaire qui peut-être a peine à émerger pour d'autres raisons. Et je pense que de ce point de vue-là, il ferait mieux de se taire aussi. Je suis un peu d'accord avec vous. Merci de me complaire en évoquant à table. Le soldat Jean-Louis. C'est ça. Non, parce que j'ai un peu de mémoire. Et je me souviens quand il était ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. Très long cas. Oui. Il était pris en grippe, notamment par le journal Le Monde, qui le caricaturait, alors c'est peut-être Plantu qui faisait le dessin, avec un entonnoir sur la tête, tellement on faisait la comparaison avec son père Michel Debré, et qu'on le trouvait, pardonnez-moi, c'est ce que signifiait ce dessin, on le trouvait stupide. Donc faut faire attention, effectivement, quand on traite les gens de coqs, de coquelets, de chapons, de tout ce que vous voulez, parce que Jean-Louis Debré oublie peut-être que lui, quand il était ministre, la presse de gauche avait... La lynché. L'a lynché, vous vous en souvenez, l'a lynché en le comparant à Michel Debré, le père de la Constitution, et bien sûr le Premier ministre du Général, et pour lui ça a dû être terrible. Donc il n'a pas été pris pour un coquelet, pardonnez-moi, il a été pris pour un con. C'est là où on disait 2 Debré en dessous de 0. Ah bah vous êtes un peu dur. Exact. Franchement, 2 degrés en dessous de 0. Je vous trouve un peu dur parce qu'on n'accède pas à ces postes quand même par hasard quand même. Si. Moi je pense que malheureusement, vous avez des gens qui ne sont pas forcément romains. Mais actuellement, pas à l'époque. Mais ma chère Cécile, il a eu des qualités tout de même. Quand même. Notamment la fidélité à Jacques Chirac. Eh ben voilà. Bien sûr. C'est rare aujourd'hui. Oui, en c'est politique. rare, mais sans Jacques Chirac, qui l'aurait vu à ses postes prestigieux? Éric Revel, sur le plan, les plans sociaux de j'en ai dit un mot tout à l'heure. Et Auchan. Oui, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Pour Auchan, donc, qui a annoncé hier soir virer 2300 personnes et fermer 3 sites historiques, dont celui de Moselle, que je ne vais pas prononcer le nom, mais je l'ai en tête, et c'est vrai qu'il est connu de tout le monde. Voilà, 3 Auchan qui ferment, un modèle qui est plus du tout celui que la grande distribution doit utiliser aujourd'hui, des erreurs stratégiques. Je le disais tout à l'heure, 14 directeurs généraux en 20 ans, des salariés qui sont trinque-ballés de stratégies qui n'aboutissent pas en directeurs généraux qui s'en vont. L'État aussi qui a versé des aides publiques. Alors on se posait la question tout à l'heure avec Philippe Bilger, est-ce qu'un groupe qui dégage des bénéfices et qui touche les aides publiques, ça pose pas une question de morale alors qu'on se Mais Auchan perd de l'argent.
Oui, bien sûr. Auchan a perdu 1 milliard d'euros. Oui, non, mais ils perdent pas 1 milliard d'euros parce qu'ils n'ont pas assez de subventions publiques. Ils perdent 1 milliard d'euros parce qu'ils ont quand même fait des erreurs stratégiques, dont celui qui met les barils de lessive dans le rayon ou celle qui est à la caisse n'est pas comptable, si vous voulez, des erreurs stratégiques du groupe. Donc la question qu'on peut se poser effectivement, c'est quand vous touchez autant d'aides publiques pour soutenir l'emploi dans le cadre du CICE, mais c'est pas seulement vrai pour les entreprises privées, c'était vrai aussi pour les entreprises publiques. La Poste a touché un CICE colossal et a quand même viré pas mal de postiers. Ce que je veux dire, c'est que les Français en ont quand même un peu marre, si vous voulez, de voir des entreprises qui appartiennent à des grands groupes, qui font des bénéfices, qui versent parfois des dividendes, même si l'actionnaire a besoin de dividendes pour financer la prise de risque qu'il a pris lui pour investir dans ce groupe. Je comprends tout ça. Mais au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2300 personnes chez Auchan, des femmes et des hommes qui ont fait parfois toute leur carrière, qui sont rentrés à 20 ans, qui voulaient partir à 60 ans et qui se retrouvent virés du jour au lendemain. Et ça, si vous voulez, ça me paraît... Et puis, cerise sur le gâteau, il y a Michelin qui vire 1200 personnes, qui ferme 2 sites historiques, dont celui de Cholet. Vous imaginez l'impact économique que ça a quand 400 ou 500 personnes qui étaient salariées dans une entreprise du jour au lendemain se retrouvent au chômage et ne participent plus à la croissance de la ville dans laquelle ils habitent. Plus les sous-traitants. Plus les sous-traitants, vous avez raison. Donc, l'emploi, à mon avis, va repiquer du nez en France, parce que là, on a 2 grands plans sociaux qui n'étaient pas prévus. Vous avez, vous le disiez très justement, Cécile, tout à l'heure, toutes ces PME qui font faillite et TPE qui font faillite en France, après tout ce qu'elles ont vécu, le remboursement du PEG, le prix de l'électricité. Et vous avez, à mon avis, sans doute le chômage qui va repartir à la hausse. Et je m'en réjouis pas du tout. C'était le seul, peut-être, argument positif du bilan économique d'Emmanuel Macron. Même celui-là, en 2027, il risque d'être cette rétolier. Pardonnez-moi, j'ai été trop long. Non, mais de toute façon, on avait eu ce débat il y a quelques minutes. Raison de plus pour que je fasse court, alors. Voilà. Non, mais vous étiez parfait. Ça nous a permis de dormir, c'est super. Je vous ai endormi. Ça s'appelle un tacle à la gorge. Vous restez avec nous, le tour de table de l'actu de Anne Mazoyer dans quelques instants. France-Maroc, pourquoi une telle nécessité d'apaisement des relations? On en parle dans un instant, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel, Anne Mazoyer et Philippe. Ah oui, et votre tour de table, direction le Maroc. Pourquoi une telle nécessité d'apaisement des relations? Alors, apaisement qui a eu lieu la semaine dernière, a priori. Absolument. Alors, il faut quand même revenir un peu sur le passé, parce que depuis quelques années, c'était une relation dégradée, pour différentes raisons, dues peut-être à un manque d'usage, car c'est quand même une des dernières grandes monarchies avec le Japon, et qu'on ne les traite pas comme ils ont été traités, notamment... oui, la plus ancienne, par le président Macron lors, par exemple, de l'inauguration d'un train à grande vitesse en 2018. On ne les traite pas non plus en essayant de leur imposer certaines règles, notamment en ce qui concerne la réduction du nombre de visas concernant les renvois des étrangers qui étaient donc sous OQTF. On essaye quand même de faire aussi attention à la façon dont, disons, le parti Renaissance peut porter certaines résolutions au niveau de l'Europe et qui peuvent porter atteinte à leur intégrité, etc. etc. Mais le plus grand casus belli, ça a été véritablement en 2022, quand la France et plus particulièrement le gouvernement a pris position, en tout cas pour ne pas souligner le fait que le Sahara occidental, qui est contrôlé par les Marocains dans sa plus grande partie, mais revendiqué aussi par des indépendantistes soutenus par l'Algérie, personne n'a pris acte de certaines déclarations qui ont froissé profondément le roi et la monarchie et qui ont failli conduire à une rupture diplomatique définitive. Ce qui aurait quand même été embêtant pour la France, parce que la France aujourd'hui perd petit à petit de l'influence en Afrique depuis plusieurs années, que le Maroc est son principal partenaire pour toute la Méditerranée du Sud, que par ailleurs, il y a des contrats, du reste on a vu la semaine dernière 10 milliards de contrats qui ont été signés, est un partenaire économique aussi très important. Et également, il ne faut pas oublier que le Maroc s'est énormément développé de manière incroyable et exponentielle depuis plus de 20 ans, faisant par exemple de Casablanca une des principales places financières, la principale place financière en Afrique, devant Johannesburg. C'est pas rien. Et donc, le fait, si vous voulez,
que le président Macron ait quand même décidé cet été de tendre la main, non pas en s'excusant, mais en faisant valoir les relations entre le Maroc et la France et l'importance de cette relation à la fois du point de vue économique, mais aussi du point de vue géopolitique, a conduit à la visite d'État à laquelle nous avons assisté. Bon, alors, on pourrait en dire beaucoup. Il y a eu des contrats remarquables qui ont été signés. Dans le cortège présidentiel, il y a eu effectivement peut-être quelques personnalités qu'on aurait pu ne pas y rencontrer. Des maladresses. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que je voudrais rappeler les chiffres qui existent. Il y a quand même 56 milliards d'échanges marchandises entre le Maroc et l'Europe, c'est pas rien. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie et c'est la raison pour laquelle je disais que c'était une bonne nouvelle. Je rejoins totalement votre point de vue, Anne. Alors pas moi. Pas beaucoup de. Pas moi. Je veux dire, on avait comme réussi l'exploit, ou le président de la République avait comme réussi l'exploit à être fâché en même temps, ce qui n'était jamais arrivé, avec les 3 pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Bon, à choisir, il a préféré choisir le Maroc, ce que je comprends, parce que la façon dont les Algériens traitent le pouvoir français, Monsieur Tebboune qui annule, qui réannule, qui dit qu'il va venir en France, et la façon dont, à mon sens, l'Algérie se sert de la guerre dramatique d'Algérie comme une rente mémorielle est absolument intenable. Et je pense que le président de la République a eu raison de faire le choix du Maroc. On est tous d'accord. Merci beaucoup Anne Mazeuillet pour ce sujet. Et tout de suite, c'est l'Info Plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Les États-Unis votent et les mordus de politique américaine s'apprennent à vivre une nuit blanche, Félix. Kamala Harris ou Donald Trump qui va l'emporter. Est-ce qu'on le saura même dès cette nuit? Ça aussi, c'est un grand point d'interrogation. Quoi qu'il en soit, eh bien oui, certains se réunissent pour partager cette attente qui va être fébrile. Sans doute, ça sera le cas par exemple à Paris, au théâtre de la Concorde. Nuit américaine organisée par la mairie de Paris autour de Jean Massier, fondateur d'une chaîne Twitch spécialisée sur la politique, américaine notamment en l'occurrence. Différents invités, des spécialistes, des journalistes, des diplomates, avec des jeux, des quiz, ce genre d'animation. Je suppose. Ne pense qu'à manger. C'est pas possible ça. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la directrice du théâtre de la Concorde. Donc arrêtez de dire des bêtises, Philippe Bilger. Bonsoir Elsa Boublil. Bonsoir Félix. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ça vous est venu d'où cette idée? Vous êtes dit que beaucoup voudraient être ensemble pour vivre un événement si important? Comme vous, avant j'étais journaliste sur une radio concurrente et c'est vrai que c'est une soirée que j'ai toujours aimé couvrir, découvrir. Je voyais à quel point c'était, à quel point la France est concernée par cette élection et aujourd'hui plus que jamais. Donc ce lieu du Théâtre de la Concorde qui est un lieu où l'on réfléchit à la démocratie, où en fait on pense à la démocratie par l'art, c'était le lieu idéal pour vivre en plus en face de l'ambassade des États-Unis, donc en bas des Champs-Élysées. C'était le lieu idéal pour passer cette nuit américaine avec nos concitoyens parisiens, mais aussi nos concitoyens français, puisque ça sera à vivre en direct sur YouTube et sur Twitch. Et pour ceux qui connaissent Jean Massier, il a plus de 250 000 followers. Donc c'était aussi trouver la personne qui sache parler à toutes ces personnes, aux jeunes, et qui ait le courage, il faut bien le dire, de tenir jusqu'à 4h du matin. Ah oui, c'est juste. J'allais vous demander les horaires. C'est pour le sandwich de Philippe Bilger. J'aimerais tellement pouvoir y aller, ça va être formidable. Vous attendez combien de personnes, Elsa? On a beaucoup d'inscrits, je dirais 1200 à ce stade pour passer la nuit avec nous. On pense qu'il y aura plus de monde parce qu'on a énormément de mails de personnes qui demandent s'ils peuvent assister à la soirée. Alors on les rassure, ils pourront manger leur hot dog devant le théâtre, on aura des écrans. Et puis il y a aussi Twitch bien sûr et YouTube pour suivre en direct, mais plus on sera nombreux à le vivre ensemble, parce que c'est pour ça que les lieux comme le Théâtre de la Concorde existent, qu'on pourra frémir ensemble à l'approche des résultats, on l'espère en début de matinée demain. D'accord. Et on ne sait pas les tranches d'âge, vous n'avez pas d'infos, est-ce que c'est plutôt jeune génération aussi? Très jeune. C'est très jeune, mais on a un peu de tous les publics, mais c'est vrai que on est très surpris et très heureux d'accueillir un public qui commence à venir à partir de la vingtaine. Ouais. Merci beaucoup Elsa Boublil d'avoir été avec nous, directrice du théâtre de la Concorde. Merci beaucoup. À tout à l'heure, avec grand plaisir. Bonne soirée. Vous avez compris, la vieille génération, il faut à manger et à boire. Ça c'est. Merci beaucoup Félix Mathieu. Oui, je sais que c'est la base, mais avec vous,
chier, je vais perdre mon corps d'été, j'en peux plus. Allez, vous restez avec nous dans un instant, un sujet un peu plus grave, le retour sur une tragédie en Ardèche. Nicolas, 22 ans, a été tué par balle devant une discothèque. Poitiers, 7, Saint-Nazaire, les fusillades se multiplient dans toute la France. Mais on va se poser la question, d'où proviennent ces armes? Alors, est-ce que ces chiffres de 10 millions d'armes illégales en France vous surprennent? Est-ce que le terme de mexicanisation vous paraît exagéré? À cette question, 10 millions d'armes illégales en France, sommes-nous tous en danger? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Camille Hichet sera avec nous, porte-parole du ministère de l'Intérieur dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe David autour de cette table. On est bien, on est pas mal. Hein. C'est assez équilibré. Grand cru et grande année. Oui, donc exactement. Anne Mazoyer est avec nous, Éric Revel et Philippe Bilger. Et vous, au 0826 300 300. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Romans-sur-Isère, sous le choc, un an après la mort de Thomas dans la Drôme. Un jeune homme de 22 ans a été tué dans une fusillade en Ardèche. D'où viennent ces armes ? Il est suspecté d'être le tireur qui a tué Nicolas. Qui les possède ? Un homme de 19 ans est arrêté hier en fin d'après-midi, cité de la Bricarde, dans les quartiers nord de Marseille. Combien sont détenus illégalement ? Et quelle est la réalité du trafic d'armes à feu en France ? Et le club de rugby de Romans-sur-Isère, de nouveau endeuillé. Nicolas, 22 ans, est mort à la suite d'une fusillade vendredi en Ardèche. Un an après le décès de Thomas à Crépol, environ 10 millions d'armes illégales circulent en France, selon les estimations du ministère de l'Intérieur. Il y a 2 ans, justement, le ministère avait lancé une opération Rendez les armes pour inciter tout détenteur d'armes non déclarées à s'en séparer. Alors parlons vrai. Est-ce que vous pensez que le nombre de morts par balle, 5 le week-end dernier, va continuer à augmenter? Est-ce que vous craignez que par peur, les gens vont finir par s'armer pour pouvoir se défendre? Et à cette question, 10 millions d'armes illégales en France, sommes-nous tous en danger? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Camille Hichet, qui est avec nous, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. 10 millions d'armes illégales en France. Sommes-nous en danger? Alors, d'abord, 3 observations rapides. Hein. La première, c'est que vous aviez évoqué tout à l'heure le terme du ministre de l'Intérieur sur la mexicanisation. Et donc, j'ai été frappé de voir à quel point ce sont les mots qui font peur en France, et pourtant très pertinents de mon point de vue, plutôt que la réalité qu'ils dénoncent. Deuxième élément, mon deuxième étonnement, c'est de voir qu'on découvre que l'augmentation de la délinquance et de la criminalité sous toutes ses formes s'explique d'abord évidemment par la drogue, et puis ensuite par le problème que vous évoquez dans votre question, les armes. Et donc, dernier élément, c'est le fait que, évidemment, on ne parviendra à dominer ces sujets qui créent de la délinquance et de la criminalité qu'à partir du moment où nous aurons un verbe qui sera poursuivi par une action. Et donc, il n'y a pas 36 méthodes, parce qu'en effet, l'inquiétude que vous dénoncez est très juste. Si on ne le fait pas, à un moment ou à un autre, eh bien, le citoyen se défendra de manière totalement illicite par ses propres moyens. Éric Revel. Alors moi, j'aimerais surtout entendre la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai 2 questions à vous poser. Je vais commencer par la première qui concerne le sujet des armes. Il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, la gendarmerie, la police nationale avait demandé aux Français d'apporter dans des points relais leurs armes dites illégales. Et moi, la grande question que je m'étais posée, c'était est-ce que le gouvernement avait peur d'une sorte d'embrasement général? Quel était l'objectif de demander aux Français il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, de rapporter leurs armes? Madame. On va poser la question dans un instant. D'abord, Anne Mazoyer. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut être très prudent, parce que sinon, on va finir comme au Far West. C'est-à-dire que tout le monde va être armé et va tirer n'importe comment, n'importe quand. Et il faut reprendre cette question en main très rapidement. Moi, je voudrais savoir aussi comment se fait-il
à part les bandes organisées, mais que certaines parties de la population peuvent avoir accès de cette manière-là aux armes, et aussi facilement, et des armes extrêmement, je dirais, pointues. C'est ça le problème. Alors avec nous Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, je reprends la question d'Éric Revel. Il y avait cette opération il y a 2 ans, Rendez les armes. On imaginait que c'était déclenché peut-être par les féminicides, mais c'était quoi la vraie raison ? Alors la vraie raison, c'est que depuis plusieurs années, il y a une circulation des armes illégales importante en France. Vous avez cité des faits d'actualité dramatiques, des assassinats, des homicides. On parle souvent de Marseille aussi. Dans l'imaginaire collectif, ces armes qui circulent, c'est des armes venues par exemple d'Europe de l'Est, du fait des guerres passées ou actuelles. En réalité, 90 à 95% des armes illégales en France sont issues d'héritage. C'est-à-dire que un ancêtre est décédé, on se retrouve avec sur les bras des armes de poing, des armes de chasse dont on ne sait pas quoi faire. On les stocke quelque part et un jour on est cambriolé. Un jour on les perd. Et 90 à 95% des armes en circulation de manière illégale sont ces armes d'héritage. Et c'est la raison pour laquelle ça existait déjà dans certains départements, comme les départements d'outre-mer. On a lancé une vaste opération qu'on a appelée effectivement Rendez les armes, où on pouvait légalement, se remettre en légalité, c'est-à-dire rendre ces armes. Et nous, les forces de l'ordre, on avait pour mission de les récupérer, de les neutraliser, de les détruire. Et on a eu ainsi plus de 50 000 armes qui nous ont été rapportées. Alors vous allez me dire 50 000 sur les environ 10 millions qui pourraient circuler légalement, parce que par définition on ne sait pas combien circulent légalement. Il y en a 5 millions qui circulent légalement en France. Des personnes qui ont le droit, parce qu'ils sont chasseurs, parce qu'ils sont tireurs sportifs, biathlètes ou autres, d'avoir ces armes en détention. Tout ceci est très réglementé. Voilà, il y a une déclaration en préfecture, une autorisation en préfecture. Bref, c'est assez complexe cette norme. Mais voilà, ce dépôt des armes, c'est parce que elles circulent principalement parce que elles s'héritent ou elles se passent de personne à personne. Donc ça, c'était le premier constat. Ces opérations, elles sont bien marchées. Elles continuent sous différentes formes à exister. Par exemple, maintenant, on met désormais les armuriers dans la boucle. Jusqu'ici, c'était seulement les forces de l'ordre, police, gendarmerie qui récupéraient ces armes. Désormais, dans certains départements, avec certaines conventions, ce sont les armuriers qui peuvent récupérer ces armes. Donc on continue à travailler, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est parce qu'on réglemente plus qu'on arrive aussi à réduire ce flux d'armes illégales en France, avec aussi une numérisation. On a désormais un fichier numérique. Alors on peut dire, le papier ça marche aussi bien, mais en fait il y avait des fraudes, il y avait des erreurs, il y avait des faux en écriture, il y avait plein de magouilles diverses sur ces formulaires papier. Aujourd'hui c'est numérique, ça nous permet aussi de cribler, tout simplement, selon les personnes. On va cribler de manière régulière. Avant on achetait une arme, on avait une étude au départ, à l'achat, au moment de l'autorisation, et puis pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus rien n'était fait. Aujourd'hui, selon les populations, selon si on est tireur sportif, selon si on est chasseur, etc., il y a des systèmes de criblage qui existent. Aucune intervention de police aujourd'hui ou de gendarmerie ont lieu sans qu'on passe la personne chez qui on intervient dans nos fichiers pour voir si elle détient des armes. Donc cette numérisation nous a quand même fait travailler autrement, nous les forces de l'ordre, et fait qu'on modernise nos dispositifs sur ce sujet qui demeure très complexe. Philippe Bilger. Pour le reste, est-ce que on a au-delà de cela, sur tous les domaines, les univers qui permettent malheureusement à la délinquance de s'amplifier, est-ce que vous parvenez au ministère de l'Intérieur, avec l'arrivée du nouveau ministre, d'appréhender l'ensemble des problématiques, ou est-ce qu'on est obligé de les hiérarchiser ? Alors sur les armes, puisque c'est le sujet, faut vraiment voir que c'est un sujet qui est imbriqué aux autres trafics. Le trafic d'armes en soi, ça ne rapporte pas grand-chose à un délinquant. Il va acheter par exemple, à fabriquer une arme, ça coûte environ 100 €, et à la revente, c'est peut-être 1500, 2000 €. C'est pas un gain financier important. Donc les armes, en fait, sont toujours adossées à d'autres criminalités organisées, notamment le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas une affaire judiciaire de trafic de stupéfiants où on n'a pas ce qu'on appelle une procédure incidente, donc une découverte, par exemple, en perquisition d'une arme, parce que les dealers s'en servent pour protéger leur trafic dans une logique d'appropriation du territoire. Donc on voit bien que les armes, finalement, sont une partie visible.
du trafic de stupéfiants notamment, qui reste le plus gros marché criminel aujourd'hui. Éric Revel avait une deuxième question, je crois. Oui, mais je voudrais juste, parce que je vous sens pas vos convaincu. explications, vous n'avez pas tort, l'impression est bonne. Je suis à moitié convaincu par ce que vous dites, parce qu'en réalité, vous dites on a récupéré 50 000 armes, bon, sur 10 millions, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais 50 000 armes. Mais en fait, vous videz la mer de la délinquance à la petite cuillère, parce que dans le même temps, n'importe qui peut acheter sur le Darknet une Kalachnikov ou une arme. Donc en fait, vous dites aux Français, rapportez vos fusils de chasse pour éviter que si on vous cambriole, on fasse des trucs pas très... Et puis et à côté de ça, vous allez dans des banlieues où la drogue fait florès et vous trouvez des quantités d'armes. Regardez ce qui a été saisi il y a encore pas très longtemps. Alors là, je vous ai effectivement parlé de la réglementation et de la police administrative. Il y a aussi, on marche sur deux jambes, les forces de l'ordre, c'est la police judiciaire. Vous parliez du dark web, on a des cyber-enquêteurs qui travaillent et qui remontent un certain nombre de filières. On a cette police judiciaire qui travaille aussi et qui remonte des réseaux d'armes. Mais comme je le disais à l'instant, c'est souvent adossé à d'autres criminalités. C'est pour ça qu'il faut travailler sur notamment les trafics de stupéfiants pour arriver à lutter contre le trafic d'armes. On a saisi l'année dernière 23 000 armes en police judiciaire lors de perquisitions ou lors de recherche d'autres infractions. Donc nous, on marche vraiment sur nos deux jambes, une réglementation forte et des enquêteurs de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie qui travaillent d'arrache-pied. Et c'est pas quelque chose qu'on met de côté. Dans toutes les procédures judiciaires, on regarde désormais dans les perquisitions notamment, et on cherche dans les caches si on trouve des armes. Si ma mémoire est bonne, Bruno Retailleau est l'invité de Jean-Jacques Bourdin jeudi, dans la matinale. Absolument. Je crois, oui. Absolument. Généralement, ces armes, elles appartiennent à des générations très 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 jeunes, de plus en plus. Vous avez des statistiques là-dessus? Celles en tout cas qui font l'objet en tout cas d'enquêtes? Alors, on n'a pas de statistiques parce que c'est des identités de mise en cause souvent, donc qui nous permettent que vraiment très a posteriori d'avoir ce type de statistiques. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est adossé à des trafics de stupéfiants. Tous les jeunes qui chouffent en bas des immeubles et qui, eux, protègent les trafics de stupéfiants, pour beaucoup sont armés. Donc effectivement, on est sur une population jeune. C'est effectivement assez simple quand on souhaite avoir une arme de la trouver, que ce soit sur Internet ou dans certaines cités. Donc il faut vraiment, de manière déterminée, de manière continue, s'atteler et en police judiciaire et en police administrative à faire reculer ce fléau, parce qu'on en voit tous les jours les effets dans l'actualité avec ces fusillades, ces homicides et ces règlements de compte qui sont de la même veine avec du fait de la circulation de ces armes illégales. Mais est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre la sécurité et par exemple les stands de tir qui ont peut-être de plus en plus aujourd'hui d'abonnements par exemple, ou d'adhérents? Alors non, il n'y a pas de corrélation. Effectivement, on a aujourd'hui 250 000 tireurs sportifs avec les Jeux Olympiques et ce stand à Châteauroux qui était magnifique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'adhésions pour le tir sportif, le ball trap, les biathlètes aussi. Et il n'y a aucune corrélation. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette réglementation importante, cette circulation des armes qu'il faut réguler et qu'il faut autoriser sous certaines conditions, et puis ce travail d'arrache-pied contre la circulation illégale des armes qui gangrène nos banlieues. Mais quand on parle de ces 10 millions, alors c'est une évaluation, parce que c'est comme le trafic de drogue. Et on se compare aussi à nos voisins, on parle de 8 millions pour l'Italie, de 15 millions pour l'Allemagne, donc on n'est pas, j'allais dire malheureusement, les seuls à avoir cette difficulté, et ça reste une évaluation parce que par définition on ne peut pas le quantifier. C'est comme le trafic. Mais la question que je voulais poser, c'est une évaluation, mais désolé, un revolver 22 long rifle, c'est pas la même chose qu'une Kalachnikov. C'est plutôt quoi les ratios dans ce type d'armes? On a 4 catégories d'armes. La première catégorie, c'est les armes de guerre, les armes de point de gamme, qui est interdite à la vente, etc. Et là, on évalue à quelques dizaines de milliers. Et le reste, c'est quoi, des armes de poing? Des armes de chasse, beaucoup. On est un pays de chasseurs. On a plus d'1 million de personnes qui ont un permis de chasse en France. Donc il y a plus de 4 millions d'armes de chasse. Et puis après, il y a des armes d'épaule et d'autres types d'armes, effectivement. Et beaucoup de collectionneurs aussi, on n'en parle pas. Quand on a fait notre opération Déposer les armes, on a retrouvé, par exemple, on nous a déposé des mitraillettes de la Deuxième Guerre mondiale. On travaille avec d'ailleurs des collectionneurs. Des résistants, des Sten, des trucs comme ça. Chez Alain Delon, il y avait une belle collection aussi chez Alain Delon de l'arme ancienne. Mais
voilà, il y a aussi des pièces de collection historique qu'il faut restaurer et on travaille aussi sur ces sujets-là. Les collaborations avec les pays, l'Europe sur ce trafic. Oui, par le biais d'Interpol et d'Europol, on travaille surtout avec nos pays les plus proches. Je citais l'Allemagne et l'Italie. L'Espagne aussi peut être concernée, qui a connu le terrorisme il n'y a pas si longtemps et qui a des difficultés aussi sur le volet du trafic d'armes. Donc on a notamment dans notre entité Europol des mises en commun et du travail de renseignement et d'échange. Qui dit armes dit munitions. C'est si facile que ça de se procurer des cartouches de Kalachnikov ou... C'est pas si facile que ça et la réglementation touche bien les deux entités. Vous avez raison de le mentionner, on parle beaucoup des armes mais aussi les munitions qui sont réglementées dans le même fichier, dans le même système d'information qui est à disposition des fédérations, des armuriers et des services de police et de gendarmerie. Dans cette lutte contre les armes, vous avez de l'espoir ou vous êtes pessimiste? Moi j'ai de l'espoir, mais il faut rien lâcher. Il faut avoir une action continue, déterminée, ne rien lâcher. Merci mille fois Camille Chaise d'avoir été avec nous, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Eric Revel, merci beaucoup Anne Mazeuillet d'avoir été avec nous. Dans un instant on va vous parler emploi avec Nicolas Leroy, l'emploi dans l'immobilier. Vous savez que l'immobilier est en crise et vous retrouvez Philippe David à partir de 20h pour parler football. Ah oui, pour les vrais voix du foot, et on a un menu à 3/4 européen parce qu'il y a déjà deux gros matchs ce soir. Philippe, vous inquiétez pas. Mais il y a Lille déjà. Oui, Lille Juventus, absolument. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.